C'est une histoire d'héritage, de silence et de dignité. Le silence des parents a provoqué quelque part une forme de colère chez les enfants qui est sourde. Et tout ce que les parents ont réprimé, finalement, c'est comme si ça a explosé chez les enfants. C'est une manière de transmettre sans dire. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Je vous souhaite un bon dimanche. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture et qui restent jusqu'au bout de l'émission pour nous écouter quand ils aiment l'émission. C'est comme Sophie Marceau, j'ai l'impression qu'on la connaît depuis toujours, qu'elle fait partie de notre paysage. Je reçois aujourd'hui Faiza Guène. Bonjour Faiza. Bonjour. Votre 6e roman paraît à la rentrée littéraire, s'appelle La Discrétion chez Plomb. Le titre de votre livre fait référence à l'attitude de ceux qui ont choisi de ne pas parler de leur histoire et de la transmission familiale aussi un petit peu. Exactement. C'est une histoire d'héritage, de silence et de dignité. C'est pas parce qu'on est discret et qu'on ne dit rien que ça ne se transmet pas d'ailleurs l'histoire. Ouais, justement, toute l'idée c'est que le silence des parents a provoqué quelque part une forme de colère chez les enfants qui est sourde. Et tout ce que les parents ont réprimé, finalement, c'est comme si ça a explosé chez les enfants. Donc, et c'est une manière de transmettre sans dire. C'est assez délicat, c'est assez subtil, mais en tout cas, ça existe. Je dis que la colère se transmet l'air de rien. Ouais, tranquillement. Ouais. Mais elle ressort pas chez les enfants de la même façon d'ailleurs, hein. Pas chez tous les enfants. Dans La Discrétion, c'est vrai que le roman, il est tourné beaucoup autour de la mère, qui serait comme un... Donc la mère, la maman, c'est Yamina. C'est elle qui a choisi d'être discrète. En tout cas, je dirais pas qu'elle a choisi, je dirais que sa vie et sa vie, son existence et ce qu'elle a traversé l'a rendue discrète. Parce qu'elle n'était pas, elle n'était pas forcément programmée pour l'être. Ce que je voulais, c'était raconter comment cette femme, cette mère de famille, ce qu'elle avait traversé. Et toute sa trajectoire explique en fait le silence d'aujourd'hui, explique la discrétion d'aujourd'hui. Donc c'était aussi une manière pour moi d'aller comprendre cette femme, au-delà de cette image effacée qu'ont ses mères. Et on découvre qu'elles ont une histoire incroyable en fait, qu'il y a une histoire de la résistance. Alors je parle de la guerre d'Algérie dans l'enfance de cette femme, puisqu'elle est née en 1949, en Algérie colonisée. À la frontière marocaine. Hein. Ouais, dans la région de Msirda. Alors c'est une région j'en rencontre pas beaucoup des gens de Msirda, mais si jamais vous nous écoutez, je vous passe un petit coucou. C'est vrai que j'ai fait des recherches, je me suis dit, mais où c'est ? Bah oui, Msirda, en fait, c'est divisé, c'est une région qui est divisée en deux. Il y a Msirda Thata et Msirda Fouaga, donc les Msirda du haut et ceux du bas. Moi, ma famille vient de Msirda Fouaga, donc voilà. Et c'est vraiment à 19 km de Oujda, à vol d'oiseau, quoi. C'est très proche de la frontière du Maroc. On passe juste le petit fleuve c'est ça. Pour être au Maroc. Comment est-ce que vous vous êtes replongé dans l'époque 1949, puisque effectivement elle naît là-bas en 1949, vous écrivez la vie au Douar, comment ça se passait, comment vous êtes replongé dans cette époque, vous avez interrogé vos parents ou... Ouais. Alors d'abord, c'est une région que je connais. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette génération, vous savez, où on allait en vacances en Algérie avec les parents, on allait à la campagne, on passait 2 mois là-bas et du coup c'est quelque chose qui est très familier pour moi, c'est pas du tout une découverte. Tout ce que je raconte sur le village, sur le bled et tout, c'est ce que j'ai vécu aussi enfant. Donc il y avait déjà cette humeur, les odeurs, les souvenirs qui étaient en moi, et toute la partie sur l'histoire. Je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de films, tout ce qui était possible de regarder sur cette période. Et après j'avais envie de comprendre l'histoire à travers le prisme intime de ma mère. Et c'était aussi pour moi une occasion de faire une introspection et de comprendre des choses de moi. Parce que ma mère, elle m'a révélé des choses. Même si je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, j'ai toujours été une petite fille curieuse. J'étais toujours intéressée par l'histoire de mes parents, etc. Mais là, en disant à ma mère, voilà, je voudrais écrire un roman et je voudrais raconter ça et laisser la trace de cette histoire. Alors, c'est pas son histoire à proprement parler, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Mais quand même, sur la partie algérienne, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Et donc, elle sentait qu'il y avait d'un coup un intérêt, une importance de raconter ça. Parce qu'elle m'a raconté des trucs incroyables en les balayant d'un revers de la main, des scènes pour moi qui sont... C'est ces scènes que vous racontez dans le livre, quand toute la famille est alignée, que sa maman a son petit frère dans les bras et qu'un militaire français menace de le tuer parce que ça va devenir un fellaga plus tard. Ouais, parce que c'est un futur fellaga. Elle est terrible cette scène. Hein. Elle est incroyable et cette scène, en fait, elle est racontée par ma mère. Alors que je lui pose la question de c'est quoi ton premier souvenir d'enfance. Donc je m'attends pas du tout à ce qu'elle me raconte ça. Je lui dis maman, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance? Et elle me dit voilà,
C'est un soldat qui rentre dans la mechta et on est là, il y a mon petit frère qui est bébé et il pointe la mitraillette sur son front. Et ben, je me dis, oula, il y a des choses qui sont... Il y a le grand-père qui est là, qui tente de s'interposer ou pas d'ailleurs. Hein. Ce que je raconte, c'est un jeu de regard entre le grand-père qui tient le bébé dans les bras et le militaire. Et la mère qui est contre le muret et finalement c'est le regard du grand-père qui la dissuade de faire quelque chose d'insensé, de se jeter sur le bébé. Mais ouais, c'est pas évident parce que je voulais quand même, pour moi c'est important, c'est un roman, c'est de la littérature, donc il faut quand même qu'il y ait une distance et tout, et c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à mettre à distance, ce genre d'histoire. Ceux qui vont lire la scène comprendront, de toute façon, il y a des frissons. Cette femme, Yamina, alors il y a un figuier qui la suit toute sa vie. Qu'est-ce qui symbolise finalement le figuier chez elle ? Le figuier, pour moi le figuier dans le roman, c'est vraiment là où on est installé, là où on est, là où on s'enracine. Et puis ce figuier, en fait, au début du roman, quand je parle de l'enfance de Yamina, ce figuier est dans le village, et petite fille, elle est agile, elle est dégourdie, donc on l'a fait grimper au figuier pour aller chercher les fruits. Et finalement, il y a le premier exil qui arrive, quand ils doivent quitter pour la première fois l'Algérie pour aller se réfugier au Maroc, pendant que le père est au front. Donc là, c'est la première partie de la guerre d'Algérie, début des années 50. Au tout début des années 50, donc ils s'en vont, ils quittent leur terre pour la première fois. Donc je parle du premier déracinement et elle regarde derrière elle, ils sont à dos de mule et ils s'en vont vers le Maroc. Et elle regarde derrière elle, elle voit le figuier qui s'éloigne petit à petit jusqu'à disparaître. Et c'est la première fois qu'elle comprend ce que c'est le déracinement en fait, enfant. Et après, beaucoup plus tard, à l'âge de 70 ans, à Aubervilliers où elle vit avec ses enfants et son mari, on lui attribue un jardin ouvrier. Et dans ce jardin, il y a un figuier. Et puis voilà, moi, c'est une manière de raconter que c'est là qu'elle a fait ses enfants, c'est là qu'elle vit depuis maintenant de nombreuses années, c'est là que ses enfants sont nés. Et c'est là qu'elle est racine. C'est là qu'elle est racine, voilà, à nouveau. Ouais, c'est ça, avec ce figuier. Il y a, évidemment, il y a la guerre, il y a la pauvreté, il y a la faim. La faim, on oublie que les gens ont eu très faim. Et même après la guerre, finalement. Absolument, Il y avait les maladies, il y avait le choléra, il y avait tout ça. Et il y a une scène de résistance de Yamina. C'est quand elle refuse de se faire tatouer le front. Pourquoi elle refuse quelque chose qui relève de la tradition et toutes les femmes, elles sont tatouées. Donc pourquoi elle veut pas ? Eh bien moi, j'avais envie de raconter aussi justement que cette docilité apparente lorsqu'on la voit à 70 ans qui dit à ses filles tout le temps « il faut pas parler, on n'est pas chez nous », elle a l'air docile. Et je voulais raconter que derrière cette docilité, il y avait une femme aussi qui a eu des élans de résistance, pas seulement contre la colonisation française, mais dans sa propre vie de femme, qu'en tant qu'individu, que femme, elle a aussi été capable de se dresser contre l'ordre. Et c'est pas refuser la tradition dans le sens de... parce que moi je trouve ça génial cette tradition-là, je trouve ça génial de transmettre des choses, mais quoi, elle voulait pas être comme les autres, ou c'est parce que ça relevait de quoi cette résistance pour elle ? Alors la scène, donc c'est au village et il y a la vieille mère, celle qu'on appelle la vieille mère, qui vient tatouer les jeunes filles avec ces tatouages berbères qu'on peut voir sur le front et le menton notamment. Et là en fait c'est une manière pour elle de dire j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie de souffrir. Elle voulait garder sa figure intacte, c'est ça que je raconte. Et en fait, c'est un choix qui lui appartient, mais c'est la première fois surtout, et la dernière, qu'elle désobéit. La première phrase du chapitre, c'est « Ce sera le seul et unique acte de désobéissance de Yamina ». Mais c'est une manière de raconter qu'elle est capable de le faire. Cette femme qui n'a pas eu d'enfance est restée une enfant, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, si on en a eu une, elle s'est arrêtée très vite. Parce que la pauvreté, parce que la guerre, et parce que soutien de famille, c'est une aînée d'une grande fratrie. Donc ce que je raconte aussi, c'est qu'elle a dû par exemple arrêter l'école, ce qui est son grand drame. En fait, le drame de la vie d'Yamina, c'est d'avoir été contrainte d'arrêter l'école pour s'occuper de ses frères et sœurs et s'occuper de la ferme et d'être un peu le bras droit du père pour tous les travaux un peu, toutes les tâches pénibles. Voilà, donc elle est surchargée de responsabilités, donc finalement son enfance n'a pas duré très longtemps. Ouais. Et elle s'imagine toujours écolière avec ce cartable sur le... Elle garde longtemps d'ailleurs le tablier qu'on donnait aux enfants en Algérie pour aller à l'école, et elle se résout finalement à le déchirer adulte, parce qu'elle l'avait gardé dans un fond de buffet. Elle se résout à le déchirer pour en faire des morceaux de tissu à poussière. J'aime bien la façon dont vous parlez de cette génération-là.
Cette génération, c'est-à-dire actuelle? La génération des parents. Non, pas la génération. Des parents, ouais. Non, la génération actuelle, oui, mais vous nous aviez habitués à ça. Ouais. Mais je pense que la façon dont vous parlez des parents, Ouais. le ton que vous trouvez pour parler d'eux, ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a deux choses, ouais. Il y a quand même il y a un peu de nostalgie dans votre livre, même s'il est optimiste, je dois dire. Bah, merci de le dire, c'est vrai que... Il est optimiste et on sent que notamment la génération d'après, donc la génération, votre génération, elle s'en sort, voilà, elle prend les choses en main, elle tombe amoureuse, elle fait des psychothérapies, on fait des choses. Mais pour les parents, il y a énormément de nostalgie, je trouve. Ouais, parce que, bon, moi déjà, personnellement, je suis pleine de cette nostalgie-là parce que j'ai énormément de tendresse pour cette génération, pour les pères et les mères, qui sont pour moi des héros, finalement, qui sont des héros pas suffisamment valorisés. Mais vraiment, quand je dis héros, j'exagère même pas. C'est incroyable tout ce qu'ils ont pu faire. Et je pense que les gens qui nous écoutent seront d'accord avec moi. Arriver dans un pays, déjà, qui était le pays des colons, s'installer là, avec voilà. Sans parler pour souvent la langue, hein, pour beaucoup d'entre eux la langue. Sans avoir les codes, sans parler la langue. Ouais. Et puis surtout dans l'exil, c'est-à-dire c'est pas des expatriés comme un Français qui irait s'installer à l'étranger. Là, on parle d'un exil contraint par la situation économique souvent. Et surtout, ce qui me fait provoque beaucoup d'émotions chez moi et c'est vraiment cette idée d'avoir espéré un retour toute leur vie, qui finalement n'a jamais lieu, ou alors entre quatre planches pour être enterrés dans leur village. Et c'est ce que je trouve le plus... ça me fait... et j'ai envie d'écrire sur eux de cette façon-là, avec plein de tendresse et plein de presque de la reconnaissance qu'ils n'ont pas eu quelque part. Moi, j'ai le sentiment, mais je l'écris dans le livre, de devoir réparer l'offense qui leur a été faite, parce qu'ils ont été invisibilisés, ils n'ont pas été valorisés, et c'est une génération qui est en train de disparaître surtout. Et plus jamais il y aura cet écart entre deux générations, entre la leur et la nôtre. Cet écart de génération, d'histoire, de vécu. Quand je pense à mes parents, c'était des sujets coloniaux. Et moi, je suis une citoyenne française, on est là en train de dire « Ouais, alors voilà, je suis française », comme si tout était acquis, mais que c'était des sujets coloniaux qui ont eu un parcours qui était vraiment dur, quoi. Donc moi, j'ai envie aussi de les saluer et de leur rendre hommage avec ce roman. Oui, imaginez ce que c'est qu'aujourd'hui de l'exil. L'exil comme ça, c'est un acte d'héroïsme, en fait. Hein. C'est un acte d'héroïsme, surtout d'avoir fait tenir la génération suivante debout. En traversant les humiliations, le racisme. On oublie aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que tous les combats sont... Mais avant nous, déjà avant ma génération, moi je suis née en 85, avant nous il y a eu le combat de la génération des aînés. Et je pense par exemple à la marche pour l'égalité contre le racisme, mais avant encore, il y a eu une succession de choses que eux ont traversé, les parents. Et ils ont vu la société évoluer aussi. Donc avec tous les périls qu'il y a à éduquer des enfants dans cette société, ils ont réussi à le faire et vraiment... c'est incroyable. On est en train de raconter cette histoire de Yamina qui a choisi la discrétion et de ne pas en parler de cette histoire. Mais finalement, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on a perdu la mémoire, en fait, aussi. Hein. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est pas que... Non, c'est peut-être aussi quoi? C'est l'envie de ne pas faire de vagues, c'est quoi? Moi, je pense qu'au fond, il y a une forme de peur qui s'est transmise aussi, c'est-à-dire que quand on est un enfant de la guerre, quand on a connu ce que c'est la colonisation, quand on a connu ce que c'est cette peur-là, elle reste à un endroit. Et puis le fait d'éduquer ses enfants sur le sol français, il y a quelque chose qui reste de cet ordre-là. En fait, on est quelque part encore dans la position de l'indigène et on transmet ça aussi à ses enfants. Donc il y a une forme de peur, et il y a aussi, moi je pense, beaucoup de pudeur et de dignité, parce qu'on fait partie aussi d'une culture, et on a cette éducation de ne pas se plaindre, de ne pas... Voilà, il y a ce truc-là qui est vraiment, je pense, assez fort. Non mais elle, c'est surtout elle qui ne se plaint jamais. Je dis, c'est comme si cette option lui avait été retirée, elle se plaint pas. Donc il y a aussi ça, c'est pour ça qu'on raconte pas. Parce que nos parents nous ont pas raconté certaines histoires aussi parce qu'ils avaient pas envie d'apparaître comme faibles ou de se plaindre. Parce qu'ils disent, Hamdoulilah, ça va, on est heureux, on va bien, on est en bonne santé. Et c'est vrai. Parce que si compte tenu de ce qu'ils ont vécu, Hamdoulilah, il n'y a pas de raison de se plaindre. C'est votre 6e roman. Comment est-ce que vous avez démarré l'histoire de ce roman? Comment est-ce que vous avez commencé à l'écrire? En fait, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est un roman que j'écris depuis toujours. Parce que vraiment, c'est lié à quelque chose de très, très sensible pour moi. C'est donc l'histoire des parents. Et j'ai l'impression d'aller vers ce livre depuis quelques livres.
C'est vraiment un roman que j'avais besoin de raconter. J'ai été très bouleversée pendant l'écriture, alors que ça m'était jamais arrivé. Avant, j'écrivais que dans la joie. Là, j'ai écrit aussi dans la joie, mais il y a eu des moments vraiment où c'était intense, émotionnellement parlant. Mais ça se lit, ceux qui vont lire vont le sentir, bien sûr. Mais je dis souvent que, là en ce moment, je dis beaucoup que c'est un livre qui se lit à 3 niveaux de lecture. Ça se lit avec la tête, avec le cœur et avec les tripes. Il y a des gens qui vont le lire avec les tripes parce qu'ils vont savoir exactement à quoi je fais référence et ça va faire un écho chez eux, je pense qu'il est fort. Mais en tout cas, c'est un récit que je porte depuis très très longtemps. Et puis, il y a 2 ans, j'ai écrit un texte pour la radio que j'ai lu sur une radio en direct. Et j'ai parlé donc d'un personnage de femme exilée. Il n'y avait pas de prénom, c'était un texte très court. Et je parlais de son mari, que cette femme enterrait en Algérie. Et que cet homme qui avait traversé aussi des dizaines d'années dans ce pays, etc., etc., et qui rentrait pour être enterré au bled. Et j'avais dit, cet homme est mort de discrétion. Et voilà, c'est quand j'ai dit mort de discrétion que ça m'a... Hop. Ouais, ça a fait germer quelque chose, mort de discrétion, et je me suis dit, c'est ça en fait. Cette génération là est en train de mourir de discrétion et personne ne raconte leur récit, personne ne va raconter leur histoire. Et ça m'a troublée. Et c'est ça qui a fait démarrer l'écriture de ce roman. Alors on imagine toujours un petit peu la vie des autrices, des écrivaines, des écrivains dans leur robe de chambre toute la journée à la maison devant leur ordinateur. Vous, Faiza Guène, c'est comment ? Moi, il y a beaucoup... en fait, je suis toujours rattrapée par le réel. C'est-à-dire que c'est toujours la vie qui passe avant. J'ai une vie, en fait, finalement, je pense que je me nourris de ce que je vis. Mais j'ai une vie de maman, j'ai une vie assez simple. Hein. Et parfois, quand ça jaillit, quand il y a l'inspiration qui arrive, j'essaie de me trouver du temps entre mes activités ordinaires pour écrire. Vous vous enfermez pas chez vous 6 mois avec les rideaux tirés, vous arrêtez pas de vivre pour écrire un livre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, j'ai beaucoup lu des choses sur les routines des écrivains. Et souvent, je voyais, alors Flaubert marchait 3 heures dans la forêt, un tel ou une telle avait telle ou telle routine d'écriture. Mais ça, en fait, c'est des routines de bourgeois. Nous, on peut pas se permettre. C'est-à-dire, nous, on va faire d'abord la vaisselle, le ménage et tout. Et après, on va se mettre à écrire. Et en même temps, je trouve que ça donne quand même une dynamique à mon écriture qui me correspond à moi. Voilà, mais j'ai pas de méthode. En tout cas, non, je fais pas du tout l'ermite, pas du tout. Non, il faut vivre, En legging chez vous, avec votre sweat préféré, celui du démarrage des bouquins qui vous porte bonheur. Non, pas du tout. Mais j'ai beaucoup écrit en Gandora, par contre, ça, je dois avouer. Voilà. Ça restera à la postérité. Mais c'est une Gandora spéciale pour l'écriture ou c'est... Non, c'est une Gandora avec des taches de javel, celle qu'on utilise pour faire le ménage. Voilà. Je garderai. On a toutes une Gandora, ressortirai dans 10 ans. Pas de problème, j'assumerai, vous savez, Philippe. À quel moment est-ce que vous avez eu le sentiment d'être une autrice, que vous avez compris que ça passait du temporaire au définitif ? C'est une très bonne question. Que vous n'étiez plus là par hasard, que vous faisiez partie de la rentrée littéraire. Et ça veut dire que, à partir du moment où vous faites partie de la rentrée littéraire, ça veut dire que vous êtes à votre place. Moi, j'ai compris parce que j'ai été aussi... je suis arrivée, j'ai été propulsée comme ça dans le milieu de l'édition et comme un espèce de phénomène de société. Et c'était... Voilà, on m'a pas donné d'office une légitimité à cet endroit-là, donc je me suis un peu bagarrée, mais ça a pris 10 ans en fait, pour que je dise, voilà, c'est mon métier, je suis écrivain, que je sois sûre de cette chose, que je le porte fièrement comme ça a mis du temps, mais je pense que c'était à mon 4e roman, Un homme ça ne pleure pas, et en fait c'est l'écriture qui m'a amené ce truc-là, parce que j'ai compris pourquoi j'écrivais avec ce livre. J'ai compris pourquoi j'étais là, à quoi ça servait pour moi d'écrire. Pour moi, c'était vraiment une manière de transmettre et de justement raconter les récits des gens qui sont invisibilisés. Je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose, c'est un cadeau. Pour moi, je le vis comme un cadeau que Dieu m'aurait donné parce que j'ai les outils pour laisser des traces. Des gens qui n'avaient pas les outils pour le faire avant moi. Et je me sens comme ça, en fait, comme dans une ligne qui, voilà, j'écris pour laisser des traces de ces gens, je pense. Vous pensez que vos livres resteront à la postérité ? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous posez ? Est-ce que vous dites, par exemple, comme le Gaune du Shabbat, dans 30 ans, on m'étudiera dans les classes, ce qui commence à être le cas de Kif Kif Demain, d'ailleurs. Ouais, déjà. Il y a que depuis quelques temps, je commence à me le dire parce que justement, il y a assez de recul, il y a 16 ans de recul. Et donc, j'ai des témoignages d'abord qui me font extrêmement plaisir, qui me touchent beaucoup, de jeunes gens qui ont du coup une petite vingtaine d'années, qui me disent j'ai lu quand j'étais jeune ton livre, ça m'a permis de me dire que nous aussi on est capable de faire des choses, donc j'ai fait des études pour devenir, je sais pas, avocate, journaliste. Ça pour moi c'est formidable. C'est qu'à l'époque où moi je suis apparue à Kif Kif Demain, et vous vous en souvenez Philippe, il n'y avait pas beaucoup, on n'était pas très représentés encore moins dans cette... Pas cette génération, elle arrivait. Ouais, parce que c'est-à-dire ceux d'avant,
ce qu'on appelait la génération de la littérature beurre et tout. Il y avait des gens comme Mehdi Charef. Cette première génération, voilà, Mehdi Charef. Mais nous, arrive, les enfants nés en France dans les années 80, il y avait personne. Il y avait beaucoup de témoignages. C'était la mode des témoignages de moi violée, torturée dans la cave. C'était ça, hein, c'était cette mode-là. Et moi, Kif Kif Demain, ça arrive 1 an après. Donc c'est d'un coup un truc qui n'existe pas. Et c'est vrai que ça a été d'une certaine façon un peu violent pour moi. Parce que quand il n'y a pas de précédent, on ne sait pas comment faire. On se reconnaît en personne. On se sent seul. Donc maintenant, avec le recul et tous les témoignages que j'ai qui me disent, voilà, c'est un livre qui a compté. Il est au programme à l'école. Il est étudié même au bac en Angleterre, Kif Kif Demain. Donc c'est sûr que je me dis, c'est génial parce qu'il va rester d'une certaine manière et ça va être un témoignage de cette époque-là. Donc c'est super. Je vais faire du name dropping quand Joël Dicker est venu. Ouais. Je vous ai envoyé un mail, d'ailleurs, pour vous le dire. Joël Dicker était là, donc numéro 1 des ventes en France. On commence à parler de littérature. Il me dit, j'adore Kif Kif Demain. Mais je savais pas. Alors j'ai envoyé. Je me souviens pas, je l'ai pas reçu. J'ai envoyé un mail. Alors franchement, tout de suite, j'ai dit, vous savez quoi, de quoi il me parle, Joël Dicker. Il me parle de Kif Kif Demain. Ouais. Juste le gars, voilà. Bah écoute, ça me fait plaisir. Qui écrit des romans incroyables. Vous avez l'impression finalement que ce livre, c'est le livre qui va vous suivre toute votre vie, Kif Kif Demain. Ouais, en même temps, c'est... Quand je parlais de Sophie Marceau et de La Boum tout à l'heure, la fiancée des Français. Ouais, mais est-ce que finalement vous allez rester la fiancée des Arabes. Je rigole, c'était juste pour le bon mot. Je sais pas à quel point je vais rester, mais je sais qu'en tout cas, j'ai une figure un peu de tutelle, par exemple pour les jeunes auteurs, vous voyez, et franchement, ça c'est, je sais pas, c'est une fierté. Si je dois en dire une, c'est une fierté d'être une référence, pas par rapport à qui je suis, mais ce que je veux dire par rapport à mon parcours. Et si, je le dis depuis longtemps ça, mais si ça donne envie à d'autres, justement d'investir ces espaces de création, d'investir ces milieux où on n'est pas très nombreux, avec une exigence de qualité, je suis vraiment très très heureuse de ça. Faïza Ghen est avec nous à l'occasion de la sortie de La Discrétion chez Plon, c'est son nouveau roman. L'histoire de Yamina, donc qui a une tribu, 4 enfants. Vous vous reconnaissez dans lequel des 4 ? Bon, pas Omar déjà. Un peu. En fait, je me fragmente, je me divise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit peu de moi dans chacun d'entre eux, pour être honnête. Mais quand même, il y a une dominante sur Anna, sur celle qui est vraiment... celle la qui rebelle. Est pleine de soufre, qui est en colère. Celle qui déteste ceux qui se détestent. Ouais. Ça veut dire quoi, ça ? Tout le truc sur la haine de soi, même si j'ai quand même beaucoup plus d'indulgence qu'elle dans la vie, sur des gens qui se sont beaucoup niés. Moi, je suis vraiment dans ce truc où je trouve que l'assimilation, ça fait beaucoup de mal. Et je suis dans ce truc aussi optimiste quand même de me dire d'imaginer qu'il y a une possibilité de vivre en bonne intelligence tout en acceptant toutes les parties de soi, en fait. Et on n'a pas besoin de changer de nom, d'être quelqu'un d'autre pour appartenir, en fait, dans cette société. Alors, les garçons prennent cher dans votre livre ? Oh, encore que quand même. Je suis tendre avec le père, je suis tendre avec le frère. Ouais, mais sur l'homme arabe en général. Ouais. Je sais à quel passage vous pensez. Non, mais même Omar. Ouais. Mais Omar, donc dernier de la famille. Oui, le chouchou. Le petit chouchou. Le chouchou de la maman, ouais. Omar, c'est un peu le classique, mais je dis quand même qu'il a tous les ingrédients pour être un tyran égocentrique, mais qu'il échappe miraculeusement au cliché. On ne sait pas comment. Que c'est un gars sensible. En fait, Omar, tout son truc, c'est que lui ne se conforme pas à ce qu'on attend du garçon arabe. C'est même pas le garçon arabe qui est comme ça, mais je pense que y a quelque chose qui est un peu diffus comme ça, et on attend du garçon arabe qu'il soit extrêmement viril, brutal, voire... et lui, c'est pas du tout, il est pas du tout comme ça. Il est plutôt sensible, il est plutôt tendre, plutôt fragile. Il dit qu'il est pas très courageux, il est timide. Donc, c'est pas du tout ce qu'on attend du garçon arabe. Il joue encore à des jeux à passer 30 ans. Ouais, son père comprend pas d'ailleurs parce que le père, il a jamais joué. Même le concept de jouer, il comprend pas. Alors, à 30 ans, bon, voilà. Donc, il y a tout un truc aussi de l'écart de génération entre le père et le fils qui m'intéressait de raconter aussi. Il y a un regard sur le couple, parce que Yamina, elle s'est mariée avec un homme qu'elle connaissait quasiment pas. Ouais. Et au final, elle l'a aimé. Elle a fait toute une vie avec. Et puis, les enfants, ils se demandent comment trouver l'amour. C'est compliqué. C'est des questions qui sont compliquées pour les enfants parce qu'ils n'ont pas vraiment
de précédents, d'autres schémas, d'autres modèles que ce qu'ils ont vu de leurs parents ou alors ce qu'ils ont vu au bled, c'est-à-dire les références, c'est compliqué pour eux parce que ils deviennent, il y en a aucun finalement qui s'en sort très très bien en de amour, ce point de vue-là, c'est non. la catastrophe Ouais. pour tous. Les filles, elles disent, il y en a aucun qui est à la hauteur de leur père finalement. Donc ça, c'est un truc un peu écrasant. Mais il y avait aussi, moi, j'avais envie de sortir un peu de ce truc du mariage arrangé. Parce que quand on parle des familles nord-africaines, souvent on parle de mariage forcé, de mariage arrangé. Déjà, mariage forcé, mariage arrangé, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais chez les aristos blancs, il y a beaucoup de mariages arrangés et on dirait jamais que c'est un mariage forcé. On donnerait jamais cette teinte un peu barbare à ces unions-là. Et moi, j'avais envie de raconter que c'est arrangé parce qu'il y a un système, il y a des mécanismes, en Algérie ou ailleurs, et dans ces années-là encore plus, peut-être beaucoup moins maintenant, mais en tout cas à l'époque des parents, quand ils se mariaient, il y avait, c'est une organisation en fait. Il y a des référents, il y a des parents, un membre de la famille qui arrange, etc. Et c'était normal, quoi. Il y avait d'aucune façon. Yamina n'a pas le couteau sous la gorge, même si pour elle, ce qui est dur, c'est de partir en France, en fin de compte. Parce de que suivre cet homme. là, elle est arrachée à l'Algérie. Ouais. C'est un exil de nouveau, un exil forcé. Mais sinon, c'est aussi bien de temps en temps de regarder un peu les choses, pas du point de vue occidental, justement, qui est aussi mon point de vue finalement, parce que de regarder les choses de l'autre côté et de se dire, ils se sont pas choisis, ils ont obéi en fait à un ordre qui était l'organisation du groupe, de la communauté, et puis se sont mariés, et puis se sont aimés. Et c'est un père qui a plus de 75 ans, est très amoureux de sa femme, lui achète des fleurs à la Saint-Valentin, alors que c'est assez inédit pour un... Chez le Chinois. Ouais, chez les Chinois d'Aubervilliers. Voilà. Ouais. Mais ça marche aussi dans ce sens-là, alors que la génération d'après qui a le choix quand même est moins heureuse en amour. C'est plus complexe pour eux, c'est plus complexe. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas très bien où se situer en fait. Et tous leurs troubles qui sont relatifs à leur identité, en fait, à qui ils sont, ce que je dis dans le livre, qui on est, ça a de l'impact. Et d'ailleurs, la vie de leur mère, en fin de compte, c'était ça, les enfants, les 4 enfants d'Yamina, qui sont comme des satellites autour d'elle. J'avais envie de montrer à travers chacun d'entre eux, à travers le parcours des 3 filles et du garçon, comment la vie des parents, finalement, les a impactés, même à cet endroit-là, même dans leur intimité, même dans leur manière de se percevoir et de percevoir Malika, les autres. c'est l'aînée, donc finalement, elle a fait un mariage express. Ouais. Express, c'est pareil. Ça se faisait un peu comme ça. Les parents, ils ont fait comme ils ont pu. Ils sont arrivés là, il n'y avait pas de règles. Ils en ont inventé à mi-chemin entre ce qui se faisait au village et ce qu'ils ont compris un peu de ce qui se faisait ici. Donc, et finalement, ça a pas fonctionné. Ils ont voulu le bonheur de leur fille, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Iman, alors elle a choisi de faire sa vie toute seule. Iman, elle prend son indépendance. Elle prend son indépendance avec le studio en ville. C'est ça, 800 € par mois et 1150 € de salaire. Exactement. Elle essaye de prendre son indépendance et en même temps, chez elle, ça a un vrai prix, quoi. Et elle ment à ses parents, évidemment, sur le prix du loyer parce que c'est inconcevable qu'on paye 850 € un studio de 18 mètres carrés pour les parents. Ce qui peut se pratiquer à Paris. Absolument. Il y a Anan, la rebelle dont on parlait tout à l'heure, ouais. Et puis il y a Omar, le chauffeur Uber, finalement, dont vous vous demandez si ce ne sont pas les mineurs d'aujourd'hui. Parce que le père a commencé à la mine. Le père a commencé à la mine dans la Loire. A commencé à la mine. Absolument, ouais. Mais ça, c'est tellement... c'est incroyable quand on y pense là, de me dire il y a autant d'écart dans la vie en fait entre mon père et moi. Il y a plus. En fait, c'est pour ça cette génération pour moi, elle incarne tellement un monde qui s'efface et ça fait partie de ces choses qui n'existeront plus et qui n'existent plus. Mais c'est important de ne pas oublier que voilà, nos parents ils sont passés par là, ils sont passés par les mines. Cette génération d'ouvriers et d'immigrés, ils ont vécu des trucs qui sont pour nous aujourd'hui qui sont même carrément impossibles à imaginer. Mais le père en effet, il est passé par la mine. Ce que je dis des chauffeurs Uber aujourd'hui. C'est une autre génération, c'est une autre époque, mais c'est aussi les mineurs d'aujourd'hui, c'est ces gars qui finalement avaient des ambitions. Je comprends que, le personnage d'Omar, en tout cas, il a passé des diplômes, il avait des rêves et des ambitions, et finalement, il est dans son Uber depuis 3 ans à se dire c'est temporaire, et finalement, ça se prolonge. Et pourtant, pour sa mère, pour Yamina, c'est une forme de réussite finalement de le voir aller tous les jours en costume. Un costume, une belle voiture, pas de garde à vue. Bon, pour certaines mères, c'est un peu le trio gagnant. Là, déjà, le fils est exceptionnel à partir du moment où il n'a pas fait de placard et qu'il conduit une belle voiture et qu'il porte un beau costume. Elle est... Et si on se met de son point de vue à elle, on comprend évidemment pourquoi elle est contente. Elle est contente. Vous aimez les voitures ? Parce que j'ai un problème avec les voitures. Je sais pas. Est-ce que vous aimez les voitures ?
Ouais, Ouais, j'aime bien. Les Renault surtout. Il y a beaucoup de Renault dans mon... Vous êtes moins Peugeot que Renault. C'est vrai, je suis Non, mais, vous aimez la voiture ou pas du tout dans la vie? Non, en vrai, dans la vie, je m'en fiche. Non. Ouais, je m'en fiche. Plus la voiture est belle et chère, moins ça m'intéresse. Moi, pour moi, une voiture, c'est pour se déplacer d'un point... Vous voulez qu'on en parle ça... Peut-être ça mérite une thérapie, Philippe, je sais pas. Mais moi, pour moi, une voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B. Il faut qu'il y ait le chauffage en hiver et la clim en été. C'est tout ce que je demande. Quand vous êtes arrivé, on disait... elle écrit comme un parle. C'est quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup qu'on dise ça, finalement. Non, c'est non. pas parce que ça se lit bien que c'est facile. Mais d'ailleurs, au tout début, vous savez, ce truc qu'on disait pendant très longtemps de la Sagan des banlieues qui m'exaspérait, on a, dans le même titre, c'était dans un article du Nouvel Obs à l'époque, on a dit Faiza Again, Sagan des banlieues ou petite sœur de Jamel Debbouze. Parce qu'il y avait un truc avec la... Bon, déjà, comme si la seule corrélation entre Jamel et moi, même si j'aime beaucoup Jamel, hein, c'est qu'on est arabes tous les deux. Donc c'était vraiment limite de dire ça. Mais surtout, il y a un truc de la verve, la gouaille, la tchatch. Ce truc était un peu limite. Je l'ai lu sur le dernier. Bah ouais, mais je l'ai entendu. toujours. Et je le lis encore. Toujours. La gouaille. Voilà, la gouaille. Alors, bon, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais je pense qu'il y a quand même tout le truc de la petite banlieusarde qui est encore là, hein, quelque part. Tout ce espèce de regard hyper paternaliste, moi, qui m'énerve un peu. Parce que je mets tellement de soin, vraiment, et je pense que les gens imaginent même pas à quel point, je mets du soin à ce que ça ait l'air simple. Parce que moi, l'idée, c'est pas de me regarder écrire et de faire des effets pour qu'on se dise, elle écrit bien. Moi, je veux que les gens, en fait, se rendent pas compte qu'ils sont en train de lire mon livre, qu'ils sont en train de lire une histoire qui rentre dedans et rendre le texte accessible, en fait. Ça n'enlève pas, en fait, la qualité ou le processus littéraire. C'est dommage parce que je pense que vraiment, on parlait de littérature populaire tout à l'heure, là, pendant la pause. Et je vous le disais, c'est la littérature. Pour moi, la littérature populaire, c'est la littérature qui se lit bien. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ouvre un livre, alors on appelle ça les page turners aujourd'hui, bah, j'ai envie de le retrouver, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai envie de tourner les pages. Le texte, c'est-à-dire le faire de ce texte juste le moyen le plus efficace d'emmener l'émotion de moi au lecteur. Pour moi, c'est ça. Et que ce soit poétique, et que ce soit joli, que ce soit enlevé, ça va faire partie de... Ça sera naturel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas besoin de faire... C'est pas fait exprès. Ah mais si, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que je passe ma vie à relire à haute voix, à réécrire, jusqu'à ce que ça ait l'air d'un premier jet. En fait, c'est ça l'idée. Mais j'ai pas envie que ça se voit. Faut pas que le lecteur sente la difficulté. Lui, au contraire, faut que ce soit tout dans l'aisance. Vos lecteurs vous écrivent ? Ouais. Et vous écrivez, vous, aux auteurs que vous aimez ? Ça vous arrive ou pas ? Assez peu, parce que je l'ai peu fait. J'ai été amenée à en rencontrer certains que j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait. Je suis pas une grande... je suis pas trop fan. Il y a des gens vraiment qui m'ont troublée, qui m'ont bouleversée, et eux, j'ai eu l'occasion de leur dire. De comportement, vous n'êtes pas fan, c'est pas... Ouais, ou alors pas des gens qu'on a... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, par exemple, j'ai dédié le livre à une femme qui s'appelle Jamila Bouhired, que nos auditeurs, je pense certains d'entre eux connaissent évidemment. D'ailleurs, Yamina, elle aurait aimé être la fille de cette dame. Ouais, parce qu'elle sait ce que c'est la liberté, elle la chérit, et c'est dans le passage qu'on évoquait tout à l'heure sur quand elle refuse de se faire tatouer, elle dit si ma mère était Jamila Bouhired, elle ne m'aurait pas forcée à être tatouée, etc. Donc pour moi, ça, c'est des figures que j'admire vraiment. C'est des figures qui me... Voilà, pour moi, et c'est des gens, encore une fois, j'aimerais qu'on en parle plus. Et si je l'ai inscrite dans ce livre, c'est aussi parce que j'ai envie de faire partager mon admiration pour elle aux gens qui me liront et qui éventuellement ne la connaîtraient pas. Cette résistante algérienne qui mérite tous les... C'est bien, googlez si vous ne connaissez pas. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Beaucoup d'écrivains que je reçois aiment leur enfance. Et vous ? C'est une bonne question. Oui, bien sûr. Mais pour moi, vraiment, l'enfance, c'est là où tout se passe. Moi, j'aime mon enfance, même si j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment été une enfant. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression d'avoir toujours été adulte, en fait. D'avoir compris beaucoup de choses vite, d'avoir pigé des trucs toute petite. Mais ça va vous rattraper, ça. Mais je vais sûrement faire une crise d'adolescence à 50 ans. Mais ça va vous rattraper, sinon. Ouais. Peut-être. Non, mais c'est vrai que... Vous n'avez pas eu ce sentiment d'avoir été enfant pleinement ? Non. J'étais peut-être très responsable, ça c'est sûr. Mais vous savez, j'ai eu des parents âgés et c'est comme ça que je me l'explique. Et quand on a des parents très âgés et qu'on est petit, parce que mon papa notamment qui m'a eu tard, je l'ai toujours vu vieux, très vite, un peu diminué, etc. Donc il y avait toujours un peu l'angoisse de
une angoisse qui arrive. Et ça, j'étais enfant, donc il y a eu comme un truc un peu moins léger pour moi que pour les autres enfants. Comme Yamina, finalement, qui a pas... à 5 ans, son enfance s'arrête à ce moment-là. Mais quand même, je tiens à dire qu'on a traversé des choses... on a vécu des choses de l'ordre... c'est pas la guerre d'Algérie non plus, hein. C'est... la pauvreté, il fallait cacher un peu la misère. Et mes parents, ils ont fait ça très bien parce que je m'en suis pas rendu vraiment compte jusqu'à l'âge adulte. Faiza Again, j'aime bien parce que je vous écoutais à la radio la dernière fois, j'ai dit, oh là là, c'est la même voix. Toujours la même voix, ouais. Non, mais ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir. Madeleine de Proust. Ouais. La discrétion aux éditions Plomb, c'est votre 6e roman qui vient de sortir. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Philippe. Faiza, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.